Hello, hello, hello. C'est comment je suis là. Comment tu vas? Voilà, tu reconnaîtras ce cadre si tu as regardé le précédent vlog, ou en tout cas l'un des précédents vlogs. Désolé, mon chat est en train de faire n'importe quoi. Comment tu vas? Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laury's Art & Books. C'est reparti pour un vlog, cette fois-ci dans le cadre du Summerwind, même si je ne vais pas te parler que de mes lectures du Summerwind parce que je lis d'autres choses. Mais on va quand même commencer par ça. Je suis en train de lire Eau douce de Akwaeke Emezi. Je n'ai lu que une vingtaine de pages, je crois. 30 pages, je suis au deuxième chapitre. C'est pas grand chose. C'est sur combien de pages là? On est à un peu moins de 300 pages. Allez, 290 pages. Alors, dans Eau douce, on va suivre Ada. On nous dit qu'elle n'a jamais été comme les autres. Mais au lieu de te lire le synopsis, je pense que je vais te parler du premier chapitre parce que comme ça, voilà, au moins on est sûr de ne pas te spoiler. En fait, au début, on va se retrouver avec une sorte de nous. Un narrateur qui parle de lui au pluriel, à la première personne du pluriel, au nous. Il parle au pluriel ou elle parle au pluriel, peu importe, de leur vie avant leur naissance, avant qu'ils soient ancrés, attachés, synchronisés avec un corps pour être l'âme dans ce corps. Mais avant ça, ils sont des sortes de... Je vais dire Dieu, mais c'est pas Dieu dans la perception qu'on en a aujourd'hui, c'est des esprits. C'est des esprits et voilà, ils divaguent, ils font ce qu'ils veulent. Pendant que l'utérus se développe, ils sont au courant qu'ils vont finir dans ce corps-là, mais tant que les contractions et l'accouchement ne les appellent pas, ils ne viennent pas dans ce corps. Et l'accouchement va arriver et l'accouchement va être particulier parce que apparemment les dieux, ou en tout cas les êtres étant censés s'occuper de couper la liaison entre ce monde des esprits et ce monde tangible des humains, on va dire, ne font pas leur travail, ont peut-être eu une étourderie, ont oublié, on sait pas trop. Mais eux, ils vont aller dans le corps appelé par l'accouchement, sauf que la porte ne va pas se fermer. Et du coup, ils sont confus, c'est comme ça qu'on nous le décrit. Ils savent pas quoi faire, ils ont le pied d'un côté, un pied d'un côté et un autre pied de l'autre. Et c'est comme ça que l'enfant va naître. Et dès le début, on va savoir que ça va être un enfant particulier. Et voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'on nous dit dans le synopsis que dès sa naissance, la petite fille habitée par des esprits rivaux tantôt lumineux, tantôt violents, va grandir, s'émanciper, découvrir sa sexualité, mais ne cesser de lutter pour garder le contrôle de sa vie. Voilà. J'appréhende ma lecture parce que je sais que ça va être quelque chose de dur. Je sais qu'il va y avoir des sujets sur les VSS, sur la violence, peut-être le racisme, parce que le personnage principal va aller faire ses études aux États-Unis, il me semble. Donc j'appréhende, mais en même temps j'ai hâte de le lire. La plume est particulière. Hein. Ah là, je reconnais vraiment la plume de Akwaeke Emezi. Moi, j'avais déjà lu Pet. Et dans le même monde que Pet, il y a un autre livre, je vous mettrai peut-être les couvertures, mais j'ai oublié le nom. Donc j'ai déjà lu 2 livres d'elle, mais en fait je les avais lus en VO. Donc là c'est la première fois que je lis sa plume en français et ça me fait tout drôle. Et je pense que ce livre-là va être encore, parce que c'est son premier roman en plus, cette écriture-là va être encore plus particulière que ce que j'ai lu avant. Pour l'instant, ni positif ni négatif, enfin, un peu plus positif parce que ça a été agréable quand même le premier chapitre, mais je veux dire, je suis pas assez dans l'histoire pour te dire si c'est chouette ou pas chouette pour moi. Je vais te parler de ce livre-là, que je vais te présenter juste ici, qui s'appelle normalement The Book of Night. D'ailleurs, je l'ai dans ma bibliothèque. Oh là là, attends. Parce que, en plus, c'est une édition Illumicrate que j'ai dû payer la peau du cul à l'époque. Donc, t'inquiète pas que si j'ai l'occasion de te le faire. Où est-ce qu'il est? Il est là. Let's show you this beautiful book. Alors, je l'ai acquis, enfin, je l'ai reçu pendant dans une des Illumicrate ou l'autre, c'est quoi? C'est pas All Crate que j'avais, j'ai oublié. Mais bref, dans les box comme ça, là, anglophones. Mais je crois que la couverture originale est noire et ils l'ont juste faite blanche avec des spread edges complètement noirs. C'était assez lazy de leur part, mais je te montre quand même. Même moi, j'avais même pas ouvert depuis que je l'ai acheté, enfin que je l'ai reçu, je l'avais pas ouvert parce que pour le coup, celui-là,
Donc c'est de Holly Black, je vous l'ai pas dit, The Book of Night de Holly Black. Quand il est sorti, c'était vraiment une anticipated read de plein de gens qui attendaient parce qu'ils ont kiffé Le Prince Cruel de Holly Black. Bon, je l'ai pas lu, non. C'est parce que ça vaut ce que j'en aurais pensé. Mais en gros, c'est une autrice qui avait toujours le vent en poupe, donc elle a été prise par... Ce livre-là a été pris par Illumicrate ou l'autre. Mais malheureusement, dès que c'est sorti, donc il y a plein de gens qui l'ont lu, bah il a 3,5 étoiles, je crois, sur Goodreads, et je pense qu'au début, c'était un peu pire même. Et le synopsis qui est écrit derrière, je suis désolée, je vais le dire en anglais, parce que traduire on the spot, c'est compliqué. En tout cas, je lis ça, c'est du fantastique. Bref, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, je le lis en audiobook, c'est pour ça que j'ai dû aller chercher le livre là-bas et que moi-même je l'avais pas vu avant. C'est que j'ai vu qu'il y a l'audiobook sur Evren, et je vais pas te mentir, lui, depuis que je l'ai reçu, il m'intéressait pas. Je me demande même pourquoi je l'ai pas revendu depuis. Je vais peut-être le revendre. Je sais plus combien je l'ai acheté, mais je pense que je vais le revendre genre 15 €. J'espère que ça va partir. Qu'est-ce que j'en pense? C'est pas mal, mais c'est pas great non plus. C'est moyen. J'en suis déjà à 67% d'après ce que je vois sur l'audiobook. C'est pas mal, mais c'est pas great. C'est vraiment une lecture moyenne. Le personnage principal n'est pas... C'est fait exprès, hein. Elle n'est pas forcément appréciable, mais elle n'est pas horrible non plus. Elle est juste flawed. Je pense que l'autrice a voulu juste nous faire un personnage qui a des défauts. Et pour le coup, elle a réussi sur ce point. Mais elle n'est pas non plus super intéressante à suivre. On va alterner entre le présent et le passé avec une prédominance quand même du présent. Donc on va dire un chapitre sur 4, c'est le passé. Et je dois vous dire que tant mieux, parce que le passé, moi j'aime pas, ça m'intéressait pas. Genre, en plus, on nous raconte dans le passé des trucs qui jouent sur ce qui s'est passé dans le présent, mais ça ne m'intéresse pas. Genre, il n'arrive pas à me faire m'intéresser à son passé, le passé de Charlie. Donc le personnage principal, j'arrive pas à m'attacher à elle. Je trouve que c'est très prévisible aussi. Il y a eu 2-3 twists déjà qui sont arrivés. C'est pas des gros twists, mais c'est voilà. Je trouve que c'était assez prévisible. Peut-être que l'autrice a fait exprès dans le sens où elle n'essayait pas de nous surprendre avec ça, mais juste de développer son histoire, et que c'est vrai que c'est des twists aussi, des conclusions auxquelles Charlie va arriver elle-même. À laquelle Charlie va arriver elle-même à un moment donné, même si nous on tire les conclusions, si tu réfléchis un peu, tu tires les conclusions un peu avant Charlie, mais elle finit par les tirer. C'est pas non plus tout le livre qu'elle va être en mode oh je comprends pas, etc. Alors que toi tu sais, non, c'est pas comme ça, c'est au fur et à mesure. Donc c'est un peu frustrant, mais ça va encore. En fait, au global, c'est juste une histoire qui n'arrive pas à m'accrocher, ce qui est très dommage. So yeah. Mais sinon, question plume, c'est écrit de façon très simple. Pas particulièrement beau, mais c'est pas moche non plus. La narratrice de l'audiobook n'est pas mauvaise. Zuri, hey, mon potos. Alors, je vais vous présenter mon potos après. Je suis assez fière de lui. Il a beaucoup grandi. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit après. Je vous ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ça. Si oui, ce que vous en avez pensé. And enters my potos, que je vais vous montrer. Je ne sais pas si on va le voir complètement. Oui, bah, il n'est pas si grand que ça, donc normalement vous voyez tout quand même. Voilà. Elle n'est pas magnifique. Je l'ai acheté il y a un an et demi. T'as combien d'années? Non, même pas. Je l'ai acheté en décembre, à la naissance de bébé. Hé, jury. À la naissance de bébé, donc en fait elle a 8 mois. Il a 8 mois. Oh, je pensais que tu étais plus vieux que ça vu ta taille. Mais bon, en même temps, quand je l'ai acheté, il était déjà grand. Enfin, il faisait genre un tiers de cette taille, je dirais. Ou un quart. Donc il était beaucoup plus petit, mais il était quand même déjà grand et bien fourni.
well, j'avais oublié de brancher mon micro. Anyway, donc je disais, il faut que je te parle de ce livre. C'est Fable for the End of the World de Eva Reid. Pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis, je dirais, 1 an, un truc comme ça, Eva Reid est une autrice dont j'ai fait beaucoup la pub l'année où j'ai lu Juniper and Thorn, parce que j'ai eu un coup de cœur, même si c'était pas une lecture parfaite, une lecture qui m'a marquée. J'ai aussi lu un autre livre d'elle qui s'appelle Study in Drowning, qui est lui traduit chez De Saxus, que j'ai un peu moins aimé. Mais en gros, quand elle a sorti ça, écoutez, je l'ai croisé une fois en librairie, j'ai craqué, je l'ai acheté. Parce que c'est quand même une autrice dont j'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup l'imaginaire. Donc là, elle se lançait dans la dystopie et je me suis dit pourquoi pas. Et je suis en train de me demander si j'ai pas fait une erreur. Donc je t'explique pourquoi. Déjà, le synopsis. Ici, on va avoir 2 points de vue qu'on va suivre de façon alternée, parfaitement alternée pour l'instant. C'est Inessa et Melinoé. On est dans un monde dystopique où on a une sorte de méga corporation qui contrôle toute la ville ou le pays. Je pense que c'est plus une ville, à taille de ville. Et la méga corporation, en fait, quand je dis elle contrôle tout, elle contrôle tout. C'est-à-dire que tu achètes chez eux comme une sorte de Amazon où tu as une livraison rapide, etc. Mais en plus, ils vont contrôler certains diplômes qui sont délivrés. C'est eux qui vont faire les formations. Par exemple, les diplômes dans la médecine. C'est eux qui vont délivrer les diplômes et tout. C'est comme un gouvernement qui ne dit pas son nom, parce qu'elle n'appelle pas ça un gouvernement. Sauf que, tu t'en doutes, si c'est un monde dystopique, c'est que ça ne va pas très bien, dans le sens où, ok, il y a les gens qui ont de l'argent, qui sont bien, etc., sauf que tout le monde vit à crédit, mais littéralement, tu peux acheter ce que tu veux, tant que en fait, les crédits sont financés par défaut, quoi, tu n'as pas besoin de demander un crédit, c'est-à-dire tu peux acheter quelque chose là tout de suite avec, je sais pas si c'est une carte ou un truc comme ça, sans rien avoir dessus, ça va automatiquement te donner le crédit et creuser en fait si tu veux dans ton crédit. Et quand tu arrives à plus de 500 000 crédits, donc l'unité de la monnaie si tu veux, quand tu as un déficit de plus de 500 000, tu es automatiquement qualifiable pour le gauntlet. Je ne saurais pas le traduire, je m'excuse. Et le gauntlet, c'est tout simplement soit toi, soit quelqu'un qui est sous ta responsabilité. Donc par exemple, ton enfant, si tu as un parent, tu peux le qualifier, le sponsoriser ou te sponsoriser toi-même pour le gauntlet. Et c'est une sorte de chasse à l'homme où ils vont lâcher une sorte de angel, un ange, qui sont des humains modifiés pour tuer. Et tout ça va être live streamé. Et en fait, l'entreprise va récupérer l'argent qu'ils t'ont prêté à travers les revenus de pub, les trucs comme ça du live stream. Et à côté, il y a quelqu'un qui va mourir, parce que 90% du temps, les personnes meurent, qui va mourir en live. Voilà. C'est vraiment une chasse à l'homme, quoi. C'est-à-dire, on implante une sorte de traceur dans le corps de la personne qui va être chassée et on lui donne, je crois, 12 heures pour aller où elle veut, mais sauf que tu as un traceur, donc c'est une chasse à l'homme. Donc, et on a 2 points de vue, comme je disais au début. On suit Melinoé, qui est une des Angels, qui est une des chasseuses, qui est chasseuse depuis très très jeune, et au point où elle a l'impression, ça c'est peut-être un spoil donc je vais pas le dire, mais bref, elle est chasseuse depuis très jeune. Et on va suivre de notre côté Inessa, qui est le lamb, donc on les appelle les lamb, donc ça serait mouton sacrificiel littéralement si tu veux. C'est elle qui va être qualifiée pour le gauntlet. Et le twist dedans, mais qui est dit dès le début, enfin je crois que c'est dit dans le synopsis, c'est les 10 premiers pourcents, je crois, tu le sais, je pense, j'espère. En fait, on apprend que c'est la mère de Inessa qui l'a qualifiée. Parce qu'elle a plein de crédits et c'est sa mère qui a littéralement dit prenez ma fille. Donc voilà. Donc je lis ça et première plainte que je vais dire, je vais commencer par les plaintes et ensuite je vais finir par du positif. Première plainte que j'ai, c'est que pour je vais peut-être tourner ça parce que ça va peut-être vous déranger, c'est le retour de la caméra. Et je sais que ça peut être dérangeant de voir quelque chose qui bouge à côté. Bref, première chose qui me dérange un peu, c'est que, ok, c'est un monde dystopique, mais je veux savoir comment il est devenu à ce point dystopique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à apprécier dans beaucoup de dystopies. C'est peut-être pour ça que je n'en lis pas tant que ça, même si c'est revenu à la mode ces dernières années, les dystopies.
je n'aime pas quand on me lance dans un monde qui se raccroche beaucoup au monde réel. C'est-à-dire que les mondes dystopiques, souvent, on essaie de nous convaincre que c'est quelque chose qui peut arriver incessamment sous peu, même si c'est poussé à l'extrême. C'est pas complètement de la science-fiction, c'est pas non plus de la fantaisie, mais ça va s'accrocher à un travers, à un vice ou à plusieurs vices de notre société pour nous montrer en fait ce qui peut arriver. Et très souvent, c'est très probable. Sauf que même si déjà le monde dans lequel elles sont est quand même très cruel gratuitement, et je ne doute pas que l'humain peut l'être, avec tout ce qui se passe dans le monde. Voilà, je pense personne n'a besoin qu'on lui prouve ça. Voilà, je ne demande pas qu'on me prouve la cruauté de l'humain, mais je veux quand même qu'on me convainc que ce monde-là existe, étant donné que c'est une dystopie, que en fait c'est juste une sorte d'univers parallèle au nôtre, qui n'est pas si différent du nôtre, tu vois. Sauf que là, on nous met à l'intérieur, on nous explique un peu les règles, notamment du gauntlet, de tout ce qui va se passer autour, mais on comprend pas comment on en est arrivé là, comment cette corporation est devenue aussi grande, comment les gens ont pu aussi facilement normaliser le fait de voir quelqu'un se faire trucider en live et chatter en mode ouais, l'Angel elle est trop hot, elle est trop forte, ou oh, bof, sur ce point elle était voilà, ou le lamb, donc le mouton sacrificiel, il fait que pleurer, il essaie même pas de se défendre. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des gens de tous les jours, c'est pas que les riches, parce que souvent ça va être souvent les riches qui vont être tellement déconnectés, si tu veux, qui vont enjoy ça. Là non, on est dans un monde où vraiment les personnes même qui sont eux-mêmes tellement en dette qu'ils sont à ça d'être qualifiés pour le truc, ils regardent et enjoy le truc. Donc, je veux bien qu'on ait exploité les vices de l'âme humaine et tout ça, mais essaie de me convaincre de la plausibilité de cette chose, tu vois. On n'est pas dans une fantaisie où tu vas juste me donner des règles et puis me dire c'est la règle. Là, non, tu me parles d'humains qui pourraient limite être mes voisins, tu vois. C'est pas une espèce inconnue de moi. C'est des êtres humains. Donc ça, c'est le plus gros point faible, selon moi, du livre. Ensuite, la plume, bon, elle est un peu différente de ce que je connais de Everead, mais je pense que c'est parce qu'elle s'est adaptée au genre dystopique. Parce que moi, je la connais surtout dans la fantasy. Et Study in Drowning, c'est du dark academy. Bon, c'est une sorte d'esthétique dark, pas académia parce que ça se passe pas dans une académie, mais tu sens que ça veut se coller à ça quand même parce que l'académie est présente sans qu'on soit physiquement là-bas. Donc c'est ça avec forcément des relents un peu fantaisiques quand même, voilà. Mais là c'est de la dystopie, c'est quand même très différent. Donc sa plume est moins fleurie, moins chantante, moins, j'allais dire recherchée, c'est tellement faux. C'est une plume tout aussi recherchée, mais c'est juste différent. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? J'écoute l'audiobook aussi à côté, même si je m'étais acheté la version physique, mais quand je me suis rendu compte que ça m'accrochait moins que ce que je pensais, je me suis dit pour m'aider, je vais aussi mettre l'audiobook. Et elle est pas trop, enfin il est pas trop mal. C'est un audiobook où on a vraiment deux voix, une pour Milinoe et une pour Inessa. Donc c'est une bonne chose, mais ça n'apporte quand même pas énormément de plus, pardon. Même si, kudos, enfin, bravo à la personne qui fait la voix de Inessa, celle qui est chassée, parce qu'elle met beaucoup d'émotions dans sa voix. Genre quand elle veut pleurer et tout, on l'entend, quand elle veut crier, on l'entend, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, de façon générale, c'est un récit que j'aime bien, mais ça me déçoit. Pour l'instant, je le lis, je vais le finir. Mais j'avais grave envie de te parler notamment du point négatif maintenant, parce que j'ai tendance à oublier ce genre de truc quand je fais ma revue. Si ça se trouve, les 50 derniers, enfin il me reste 60% là, les 60 derniers pourcents, je vais les adorer, et du coup j'oublierai de te donner ce gros point noir. Et voilà, je m'en serais voulu après en faisant le montage. Voilà. Alors je voudrais vous montrer quelques backstage d'une vidéo YouTube. Là je suis sur un site qui s'appelle Gling. Je l'ai vu passer dans d'autres vidéos YouTube, où tu importes ta vidéo et ça coupe automatiquement normalement tous les gros blancs, et il y a même les bad takes, je sais pas comment on dit ça en français. Bon, le site est en anglais, hein, c'est pour ça que je le dis en anglais. Mais en gros, quand tu répètes plusieurs fois la même chose, il est censé pouvoir le remarquer et couper. Bon, ça, je l'ai pas mis parce que j'ai un peu peur que ça foute en l'air ma vidéo. Mais ça fait non seulement ça, mais en plus, donc là, c'est un petit spoiler,
Ça fait aussi le chapitrage automatique. En gros, ça te dit de telle minute à telle minute, on a l'impression que tu as parlé de ça, de ça, de ça. Et franchement, putain. En fait, le dérush, c'est quand même quelque chose qui est très, très, très chiant à faire quand on fait du montage de vidéo. Enfin, en tout cas, moi, je déteste ça. Donc, il y a le dérush et il y a le fait de couper les blancs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, dans mes vidéos, souvent, les E, les blancs, enfin, ça va sauter. Vous allez remarquer que j'ai coupé ça. Mais c'est tellement drainant, c'est tellement time consuming que voilà, ça me saoule. Donc, voilà, je teste là. J'avais droit à 1 heure gratuite. Et on va voir si j'aime bien et si ça m'aide vraiment. Parce que là, c'est une vidéo où le rush durait 1 heure. Donc si j'arrive à faire la chose en si peu de temps, bah écoutez, je vais m'appauvrir encore un peu plus pour YouTube. Parce que je pense que je vais l'acheter. Enfin, je dis je vais l'acheter. Attendez, je vous retourne. Je dis je vais l'acheter, mais je sais pas en vrai, je sais pas le prix. On verra en fonction du prix si c'est possible d'avoir un abonnement pas cher. Le problème de ce genre de solution, c'est que si tu prends l'abonnement avec engagement, souvent ça va pas être cher. Ça va pas être cher. Sauf que tu es engagé pendant 12 mois. Et on a vu bien avec la grossesse que voilà, parfois tu prévois, j'avais prévu une année de contenu pile en mars, début d'année, je suis tombée enceinte quoi. Donc s'il se passe un truc, bon, pas la grossesse parce que là c'est pas du tout prévu, mais on sait pas de quoi demain est fait quoi. Si en gros je ne compte plus faire de vidéos, bah, je suis engagée quand même à payer un an de l'outil. Et à partir du moment où tu veux sortir l'engagement, souvent le prix est multiplié par 2 ou 3. Les gars, on est des pigeons mais quand même. So yeah. Bref, dernièrement j'ai commencé à vraiment investir dans la chaîne YouTube. Parce que c'est un peu vraiment ma soupape de décompression quoi. J'essaie petit à petit de retirer les parties de la création de contenu qui me gavent et que j'aime pas. Et ne garder que ce qui me fait plaisir, sauf que ça coûte cher et que ce n'est pas une activité rémunératrice pour moi. Enfin, en tout cas, ce n'est pas prévu. Mais en même temps, je veux pas lâcher et je veux pas avoir une mauvaise expérience de ça parce que ça me fait vraiment du bien. Donc, une des choses que j'ai mis en place en plus de tester ça, c'est que j'ai commencé à payer un miniaturiste. Il y a 2 miniatures jusque-là qui m'a faites, mais dont une où j'étais vraiment pas satisfaite. Donc, enfin, vraiment pas, j'abuse. Le texte, je l'ai refait moi-même. Mais ouais, on verra. On verra. Là, je fais un test avec 2-3 miniatures avec lui. C'est quand même un coût pour chaque vidéo. Enfin, ça sera pas toutes les vidéos. Et je pense que vous verrez la différence entre les vidéos qui ont des miniatures qui ont été payées et des vidéos avec des miniatures comme d'habitude. Mais on verra. Voilà. Je voulais juste blablater un petit peu avec vous. Ciao. Bon les gars, je voulais discuter d'un sujet qui m'a popé tout à l'heure en fait. Donc c'est un petit peu en live. Je suis désolée s'il y a du bruit. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. J'étais en train justement de vous la présenter. C'est sa façon de nous dire, regardez-moi, je suis là. Elle veut mon attention en fait. Et son papa est à la cuisine. Donc en fait, elle est censée jouer toute seule là. Elle est en face de moi, je la vois. Mais comme elle voit que je parle littéralement à quelque chose, quelqu'un d'autre, elle aime pas. Sauf que je peux être là assis, je fais rien. Là, elle va être contente parce que je suis là avec elle et je parle pas. Sauf si c'est à elle. Enfin bref. Un bébé. Bref, c'est pas le sujet. Je disais, il y a un sujet qui m'a popé là tout à l'heure. Et je voulais vous en parler. Alors, je vais peut-être me casser les dents parce que c'est un sujet. Je pense pas qu'il va faire polémique sur ma chaîne. Mais sur d'autres chaînes, il pourrait un peu faire polémique, tu vois. Mais comme moi, je ne suis pas dans cette niche, je pense que les gens vont être indulgents avec moi, enfin j'espère. Et je suis en train de dessiner en même temps, je vous montre, vite fait. Donc si vous voulez, je vais mettre le speed painting du dessin à côté. Et comme ça, vous n'avez pas à me regarder pendant que je vous explique plein de choses qui, je pense, peuvent être intéressantes. Mais me regarder pendant ce temps n'est pas le plus intéressant. Bref, comment est-ce que je peux appeler cette partie-là?
En fait, comment l'élitisme s'incruste et est très très présent, peut-être même plus présent dans la gauche par rapport à la droite, l'extrême droite, etc. en France. Donc moi, je peux parler que de mon bord, parce que je pense que ça se sait. Sur cette chaîne, on est de gauche, on est très 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 de gauche même. Déjà, vu ma couleur de peau, quoique. Il y a aussi des noirs là-bas, mais enfin bref. Oui, bébé est d'accord avec moi. Mais bref, je vais parler de ça. Et l'idée centrale, c'est quoi? C'est qu'il y a une contradiction problématique selon moi dans le fait que les penseurs de gauche, enfin certains penseurs de gauche, contemporains, hein, je ne vais même pas parler des anciens, contemporains, prônent en fait l'émancipation collective, l'égalité, l'inclusivité, les trucs comme ça. Ils vont produire des savoirs écrits finalement dans un langage si technique, théorique ou universitaire, qu'ils deviennent inaccessibles à la majorité des gens, sans même, je pense, hein, j'espère, avoir une volonté d'exclusion. Mais ça devient une barrière. En fait, alors, première chose, ce n'est pas une manière de dire que les gens sont bêtes. Je vais le dire comme ça, un peu comme disclaimer. C'est reconnaître tout simplement que tout le monde n'a pas le bagage universitaire. Le vocabulaire conceptuel, le temps ou même l'énergie mentale, en fait, pour décoder des textes très théoriques. Même pour des personnes diplômées, concernées, lettrées, tout ce que tu veux. Des personnes comme toi et moi, en fait, qui lisons beaucoup. Moi, je ne suis pas particulièrement diplômée. J'ai un bac+5, j'ai pas de thèse non plus. Mais voilà, je considère que je lis quand même assez. À chaque fois que je lis, il y a du vocabulaire que je connais pas. J'essaie d'aller chercher, de m'instruire en même temps, comme je peux. Mais même pour moi, bah en fait, souvent, la lecture de ces articles ou de ces connaissances produites là sont décourageantes en fait. Parce que c'est pas parce que je veux m'instruire ou découvrir ta pensée sur un sujet que ça veut dire qu'il faut que ce soit forcément dur, tu vois. Parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Alors déjà, j'ai complètement oublié de vous dire d'où m'est venue cette pensée-là. J'étais sur Instagram et je suis tombée sur une personne que je suis qui a repartagé le post de Fania Noël. Donc elle a fait un post pour call out Arte et Someboy parce qu'ils ont produit un reportage sur l'intelligence artificielle, sur les comment on appelle ça, les limites, je crois, de l'intelligence artificielle, mais dans le processus de faire ce reportage, ils ont utilisé du coup de l'intelligence artificielle, enfin de façon consciente et voulue hein, pour tester des choses, etc. Bref, c'est pas de ça que je veux vous parler. Ça, c'est un débat. Je ne suis pas rentrée dedans, je l'ai lu, enfin voilà. Le truc, c'est qu'en lisant le post, j'ai dû le lire 2 fois pour le comprendre. Et encore, c'est pas un post très compliqué. Mais j'ai quand même dû le lire 2 fois pour le comprendre. Et directement, je me suis dit, c'est pas la première fois que des figures comme ça connues de nos luttes, donc Fania Noël est une autrice, désolée, il y a Zurich, vous avez peut-être bougé, c'est Zurich qui a sauté sur le canapé. Fania Noël est quand même une autrice qui est très connue, qui a produit des connaissances, qui a pensé des choses, notamment, je crois, autour de l'adoption. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Je ne l'ai jamais lu. Mais c'est pas la première fois que je lis ces articles et des posts développés. Oui, bébé. Oh, attendez, elle a besoin de sa tétine. Anyway, je disais, c'est pas la première fois que je tombe sur des productions de contenu, enfin des productions de connaissances de sa part et d'autres personnes, et que je me dis, en fait, ils font ça pour qui? Genre, c'est qui la cible? C'est les universitaires comme eux qui sont déjà convaincus, ou c'est les personnes qui pourraient apprendre des choses? Tu vois? Et du coup, donc, c'était ça qui m'a fait penser à cette réflexion. Si la gauche, en fait, critique justement les logiques de domination économique, sociale, qu'est-ce qui est encore culturel, I guess, on peut pas se permettre de ne pas faire une critique de nous-mêmes, notre manière, si tu veux, de produire et de transmettre le savoir, tu vois. Comment on peut prôner une société qui est plus juste si les outils pour la pensée sont eux-mêmes réservés à une minorité intellectuelle, gros guillemets, mais quand même. Le savoir qui va... En fait, c'est un savoir qui est produit, mais qui ne va pas circuler au-delà des sphères académiques. Donc ça va rester un privilège, même si il porte un contenu progressiste. Et écrire difficilement, donc utiliser un vocabulaire conceptuel, des références super pointues que personne n'a, pour moi, ce n'est pas neutre. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ce n'est pas neutre. C'est pas un mal en soi, mais c'est un choix de destinataire, si tu veux. Souvent, on écrit pour d'autres intellectuels.
on produit des vidéos pour des personnes qu'on trouve étant nos égales, en fait. Et on fait pas, je pense qu'on fait pas exprès. C'est un fait. Bref, c'est légitime, je dirais, dans un cadre universitaire, dans un cadre spécialiste, genre si tu fais des études, tu vois. Mais là, elle a écrit juste un post Instagram où elle dénonçait, tu vois. Et je vais mettre le post Instagram ici en vrai pour que tu lises certaines parties. Tu verras que, bon, c'est pas le plus dur. Mais en fait, ça m'a fait penser à ça. Ça me fait penser à d'autres personnes comme Leonora Miano, dont j'ai plusieurs des livres. Et Leonora Miano, t'as l'impression qu'elle veut même pas que tu comprennes ce qu'elle écrit. Pourtant, elle fait de la fiction. Hein. C'est même pas... Enfin, elle a fait aussi de la non-fiction, mais... Elle a écrit beaucoup de fiction aussi. Pour moi, pour un peu conclure sur ça, et après je vais vous parler quand même de la thèse opposée, parce que je suis consciente que ce que je dis a beaucoup de limites, enfin bref. On a quand même un risque qui est qu'on va tourner en vase clos. Et ça, c'est quelque chose que je reproche beaucoup au milieu un peu de gauche. C'est que lorsque nos textes, faut quand même que je dessine, lorsque nos textes deviennent trop refermés sur eux-mêmes, ils ne suscitent plus de déballage parce que les seules personnes qui peuvent les comprendre n'ont pas besoin de cette connaissance-là en plus. Et moins d'engagement aussi, même si, en réalité, tu vois, typiquement si on prend des textes très intellectuels dans la science sociale, on va dire, en fait, tu vas toucher non seulement les personnes de ton bord de la gauche, quoi, mais à ce niveau universitaire, à ce niveau intellectuel, mais aussi peut-être les personnes de droite ou centriste, si ça existe encore, mais en tout cas du même niveau intellectuel. Sauf que souvent quand on produit ces contenus, c'est aussi pour donner des armes aux personnes de notre bord, pour lorsqu'elles ont des discussions. Parce que souvent, les changements de pensée ne se font pas, je trouve, ne se font pas sur Internet ou via des articles. Les gens vont les lire, ils vont dire, ouais, mais c'est dans leur intimité. Ils se permettent de ne pas changer d'avis parce qu'ils ont lu ça dans leur intimité et que, en fait, au final, c'est pas la logique qui parle, c'est les convictions, tu vois. Alors que quand on te call out en public, je sais pas, dans un milieu du taf et tout, et quand je dis call out, je parle pas de forcément agressivement, mais juste on va te dire, oh je comprends pas pourquoi tu penses ça, parce qu'il y a telle étude qui a démontré que ça, et puis regarde, il y a telle personne qui a travaillé sur ça, etc. Nanana. Mais là, il y a plus de possibilités que la personne remette en cause sa façon de penser parce que c'est en public, parce que les autres le voient et que c'est quelque chose de collectif, si tu veux, par défaut. Donc en fait, cette production de contenu et du coup de savoir va servir aussi aux personnes qui sont déjà convaincues, mais qui peuvent spread the word, si tu veux. Sauf que ces personnes-là, comment vous voulez qu'elles y arrivent si elles ne comprennent pas ce que vous produisez, si ça ne leur est déjà pas accessible? Maintenant, je vais quand même mettre des limites à ce que je dis moi-même, c'est que je suis consciente que, dans l'absolu, les mots ont une importance. Bébou, qu'est-ce qu'il y a? Ah, elle a encore... En fait, c'est sa tétine qu'elle veut. Ouais, les limites de mon propre raisonnement, c'est que, en fait, les mots ont une importance, j'en suis très consciente, et parfois, on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas tout simplifier. Et la sursimplification des choses est aussi pas bonne, selon moi. Parce que je suis aussi contre ça. Sur les internets, on peut dire par exemple, est-ce que tu as la HDHD, comment c'est, j'ai oublié, ADHD, je crois, j'ai oublié comment on dit ça en français. Mais par exemple, ça va être, si tu coches ces 5 trucs, c'est que tu as ça, etc. C'est une sursimplification de plein de choses. Ça se fait beaucoup dans le domaine médical sur les internets, pour des problématiques médicales, par exemple. Ou sur définir ta personnalité, les compatibilités entre les personnes, ou si on te fait ça dans ta vie, ça veut dire qu'il faut que tu te sépares de telle personne, même amicalement ou amoureusement, etc. Je déteste ce genre de trucs. Genre, sachez que je suis une grosse hater de tout ce courant de pensée selon lequel tout ce qui se dit sur Internet peut être légitime, même si ça touche à des domaines précis, parce que je suis consciente que autant l'élitisme n'est pas bon, et vient de milieux dominants et très violents, autant je suis consciente que, en fait, la solution, ce n'est pas de sursimplifier la chose, quitte à faire du mal médicalement, de façon large, à toute une population qui ferait confiance à de la production de savoir qui est frauduleuse sur Internet. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Donc je suis consciente qu'on ne peut pas tout sursimplifier. Les mots ont une importance et quand tu parles de quelque chose de sérieux et de pointu en fait, il faut que tu trouves un moyen d'utiliser les bons mots. Mais
pour certaines choses, je trouve qu'on abuse en fait. It's not that deep. Et quand je dis it's not that deep, je parle pas du sujet, mais je parle de la façon de le raconter. Il y a des mots plus simples. Peut-être tu vas utiliser 4 mots au lieu d'un seul pour expliquer quelque chose. C'est pas grave. Au moins, il y aura 20% de plus de la population qui comprendra ce que tu as écrit, ce que tu as essayé de nous transmettre, tu vois. Et c'est quelque chose qui me frustre beaucoup, déjà en tant qu'utilisatrice, parce que oui, parfois je lis et ça me saoule de devoir brancher tous mes neurones pour comprendre ce que la personne dit, parce que souvent on devine. Genre quand il y a des mots que tu comprends pas, bah, par rapport au contexte, tu relis et puis tu comprends ce que la personne dit. Ok, mais le truc c'est que soyons réalistes. Je suis d'accord, on peut nous critiquer en tant que génération, on veut que tout aille vite, on veut qu'on nous serve tout sur un plateau d'argent, on veut plus réfléchir. Vous avez raison. Mais en attendant, là, on se tire des balles dans le pied. Moi, c'est mon avis. Enfin bref, j'ai parlé pendant beaucoup trop longtemps, comme d'habitude. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette réflexion. Et de toute façon, toi, tu verras à côté, parce que j'ai pas assez avancé. Je te mettrai, je te mettrai le dessin fini, parce que, obviously, tu m'as vu parler, gesticuler, je dessine pas aussi vite que ça. Donc voilà, je te montrerai, si tu veux, le dessin final. Les gars, j'ai oublié que je voulais aussi vous parler de ma lecture en cours. Parce qu'on est quand même là pour la lecture. Moi, je suis là, je fais des grands discours alors que vous attendez que je vous parle de mes livres, des livres que je lis. Du coup, j'ai toujours en cours Eau douce de Akwaeke Emezi. Je suis à 100 pages, 129, 130 pages sur un peu moins de 300 pages. Je suis pas encore à la moitié, mais j'en suis pas loin. Et je vous avoue que j'ai failli l'abandonner. Voilà, bon, je ne vous refais pas le synopsis parce qu'il me semble que je l'ai déjà fait quand je vous ai dit, au tout début de la vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai failli l'abandonner? Déjà, je ne suis pas fan de la plume. Genre vraiment pas. La narration, la plupart du temps pour l'instant, elle est en nous. Et vous avez le coucou de Zuri qui, comme par hasard, je viens pour filmer et tu viens. Ouais, comme d'hab. Elle va laisser tous ses poils sur mon pantalon noir encore. Ah non, j'aime beaucoup ce chat. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est une narration en nous. Le nous étant forcément je vais dire les esprits. Mais après, chaque lecteur, je pense, saura interpréter comme il le sent ce que c'est. Le nous étant les esprits. Mais au-delà du nous, c'est le type de narration même ne me plaît pas. Elle est trop froide, elle est trop sèche. Elle nous tient à distance de ce qui se passe. En plus, le nous n'est pas le personnage principal dans le sens où c'est pas Ada. Donc en fait, on est à distance de ce que Ada ressent. Par la suite, donc après avoir voulu l'abandonner, penser à l'abandonner, les choses ont commencé à quand même bouger, mais dans le sens où c'est devenu un peu plus accrocheur pour moi, parce que c'est pas que les choses bougeaient pas avant, c'est juste que voilà, j'y arrivais pas quoi. Parce que on a commencé à être en présence d'un des esprits, du coup qui parlait en jeu, mais qui n'était toujours pas Ada. Donc qui la qualifiait en étant la troisième personne du singulier, tout simplement. Et du coup, déjà, avec ce personnage-là, on avait un peu plus accès aux sentiments de Ada. Et franchement, il se passe des trucs très durs dans ce livre. On m'avait prévenu, donc c'est pas du tout quelque chose qui me surprend. C'est pas trop dur pour moi. Je peux le lire, mais c'est quand même des sujets très complexes. Et je n'aime pas comment l'autrice nous tient à distance. Autant je suis quelqu'un qui n'aime pas pleurer dans les livres. Je le dis souvent, même si quasi à chaque fois que je pleure, c'est des bonnes lectures. Mais c'est juste que le sentiment, le fait, la tristesse en fait, c'est un sentiment que j'aime pas dans la lecture. Je vais être honnête, hein. Alors que souvent les livres qui te font pleurer, c'est les meilleurs. Je suis d'accord, mais c'est un peu ma contradiction de lecteur, si tu veux. Autant j'aime pas ça, autant là, je n'aime pas comment on traite ces sujets-là avec une telle froideur. J'allais dire avec une telle objectivité, mais non, il n'y a aucune objectivité dans ce livre. Le nous n'est pas objectif. C'est juste une froideur qui nous tient à distance. Pourtant, on sait que la protagoniste principale, passe par des choses dures, mais on n'a pas accès à elle. On n'a accès qu'aux autres
mais qui sont dans son corps. Et en fait, ce livre me fait ressentir des choses sur moi que je n'aime pas. Alors, là, je vais me confier à vous. Et je pense que certaines personnes vont se dire que je suis une personne horrible. Je comprendrai. Mais la façon dont c'est écrit, je pense que moi, je n'interprète pas les choses comme l'auteurice, en tout cas, avait prévu que je le fasse. C'est-à-dire que la personne est malmenée par la vie, mais aussi par ce qu'il y a dans sa tête, ses esprits, qui prennent possession de son corps, en tout cas là où je suis, et qui font des choses qui sont destructrices pour elle. Très destructrices même, au niveau de son corps, etc. Au niveau de ses relations interpersonnelles avec d'autres personnes. Enfin, voilà, on va dire on a un esprit qui prend le contrôle de son corps et qui fout un peu la merde. Et la façon dont c'est écrit, pour moi, c'est comme si le personnage principal se cherchait des excuses. Please, ne me lancez pas des cailloux. Et je me retrouve à être dans la position où je me demande, mais là, je peux pas être contre la victime parce qu'elle est victime de plein de choses. Elle est victime de plein de choses et ça me brise le cœur. Mais je me retrouve à lui reprocher à elle aussi des choses qui ont eu une incidence dans ce qu'on lui a fait. Est-ce que je vous donnerai pas des exemples? Non, ça serait spoiler, parce que c'est déjà pas un livre long. Donc je vais pas vous donner des exemples, je suis désolée. Mais ça fait que non seulement je suis à distance de la douleur du personnage principal, mais en plus, elle ne m'est pas sympathique. Pourtant, elle ne fait rien, elle est à peine dans son corps. On sait même pas quelles sont les actions qu'elle fait qui sont de son ressort. On sait même pas qui elle est. Qu'est-ce que le jeu dans son cas là? Si au final il n'y a que des esprits qui la... Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et même quand les esprits c'était un nous, et du coup elle était là aussi, ses actions étaient... je sais pas comment vous expliquer mon ressentiment par rapport à ça, mais je trouve que je ne suis pas d'accord avec comment l'auteurice a choisi de traiter les problématiques par lesquelles le personnage principal passe. Et je ne sais pas si on est censé avoir de l'empathie pour elle, je pense que oui. Mais moi, j'en ai pas beaucoup. Parce que je me dis, attends là. Parce que y a tel esprit, ok, c'est cet esprit-là qui fait ça. Mais dans sa tête, elle converse avec cet esprit. Et du coup, est-ce qu'elle essaie d'empêcher cet esprit? Non. Elle est d'accord. Enfin, du coup, ça veut dire que tu te cherches des excuses. Ça veut dire que tu n'assumes pas ce que tu fais, ce que tu aimes faire, ce que tu as choisi de faire. Et ça, je trouve pas ça normal. Enfin, si. Dans le sens où Si, dans le sens où, en tant que jeune femme moi-même, il y a des choses dans ma vie que j'ai eu à faire, dont de base j'ai eu honte, parce qu'on m'a intégré dans le cerveau, la société m'a intégré dans le cerveau que cette chose-là n'était pas correcte. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, en grandissant, je me dis, j'aurais pas dû avoir honte. J'ai fait ce que j'avais envie de faire, sans faire de mal à qui que ce soit à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des cas comme ça où j'ai l'impression que c'est ça c'est ça la situation pour le personnage principal. Et il y a d'autres situations où vraiment elle fout la merde et voilà. Mais j'ai l'impression que les esprits sont là pour lui trouver des excuses. J'aime pas, j'aime pas. Je m'aime même pas moi-même parce que je dis ça. Mais voilà. Mais du coup, je sais pas si je vais continuer de le lire parce que je n'aime pas comment il me fait me sentir. Ouais. Après, c'est peut-être voulu de la part de l'auteuriste, je ne pense pas. Mais voilà. Et puis en même temps, je m'ennuie entre guillemets parce que bah, cette narration me tient à distance. Et pendant que je lis, je ne suis pas plus intéressée que ça. C'est quand je conscientise ma lecture et que je me pose des questions sur ce qui se passe que je ne me sens pas forcément à l'aise avec... tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai ramble pendant longtemps. Je ne sais, comme je viens de te dire, je ne sais pas si je vais le continuer. Dans tous les cas, je reviendrai t'en parler si j'abandonne. Mais c'est très dommage. Voilà. Les gars, petit update sur Fable for the End of the World. Alors, bon, en parenthèse, j'avance pas du tout sur Eau douce, donc on va pas parler de ça. Et celui-là, j'avance dessus, notamment parce que j'ai l'audiobook, même si j'ai aussi le physique, je lisais le physique, mais ces temps-ci, j'arrive pas à trouver le temps pour m'asseoir et lire. So, yeah, it's 100% audiobook depuis ces 2 derniers jours. Bref, j'avance, je suis à genre 75-80% du livre. Et petit update, quand j'étais au taf, donc ce matin, j'écoutais en allant au taf et tout, et je me disais, faut trop que je leur fasse un update sur un point
négatifs que je traverse par rapport au livre. Et là, en arrivant, pareil, j'écoutais l'audiobook et il y a un point positif. Donc, je vais vous partager ces deux choses-là. Le point négatif, c'est que la partie romance est arrivée et j'y crois pas du tout. Euh, Pas que j'y crois pas dans le sens où ça n'a pas l'air réel leurs sentiments, mais j'y crois pas dans le sens où ça me paraît pas particulièrement logique. Du côté d'un des protagonistes, si, mais je trouve que c'est too much. C'est-à-dire qu'on a un des protagonistes qui est un peu, je vais pas dire naïve, mais c'est une empathe, si tu veux. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie pour tout et tout le monde. Sauf que je trouve que c'est un peu trop poussé à l'extrême et on n'y croit pas vraiment. Et du coup, c'est l'une des raisons pour lesquelles elle arrive à humaniser la personne qui est face à elle. Et l'autre, en fait, je sais pas. Je sais pas. C'est aussi pour ça que moi, les romances dans les dystopies, mais particulièrement les romances entre la victime et l'agresseur, entre guillemets, même si on est d'accord dans ce livre-là, de façon très concrète, l'agresseur physique, c'est l'une des filles. Mais je sais même pas si je vous ai fait le synopsis, j'espère que oui. Bref, sinon j'aurais intégré ça quelque part. C'est l'une des filles, mais elle est manipulée par une entreprise dans le sens où elle sait que c'est entre guillemets pas bien ce qu'elle fait, mais elle n'a pas le choix. Elle a été programmée pour ça en fait. Elle n'est pas complètement humaine, si tu veux. Mais bon, bref. Leur romance, j'y crois pas. Genre, je vois qu'il y a des sentiments, mais ça me fait lever les yeux. Voilà. Surtout que leur premier rapprochement se passe après un événement intense et très dangereux. Ce que je peux comprendre, même si, bon, il y a d'autres moments, mais quand vous partagez quelque chose de très dur, ok, ça vous rapproche et tout. I guess, dans l'absolu, je peux comprendre. Mais dans leur cas, le danger n'était pas complètement fini, en fait. Si tu veux, elles ont été attaquées par une chose pendant qu'elles étaient ensemble. Et elles ont réussi à détruire cette chose. Sauf qu'elles-mêmes, elles le disent, le fait d'avoir eu à combattre cette chose, c'est la preuve que la méga entreprise, si tu veux, qui s'appelle Kairos, la méga entreprise les a retrouvés. Donc moi, je me suis dit, mais vous savez qu'ils vous ont retrouvés, ou d'une façon ou d'une autre, ils arrivent toujours à vous pister. Like, ok, vous avez réussi à vous débarrasser on va dire, on va les appeler des chiens, des pisteurs qui vous ont envoyé, mais ils savent où vous êtes en fait. Donc qu'est-ce que vous faites à aller vous embrasser et à faire crac crac boum boum ensemble là? Il n'y a pas d'autre chose à faire? Voilà. Sachant que leurs conversations ne sont pas du tout shallow, etc. Je trouve que c'est bien crafté et c'est l'un des points forts de l'autrice, tout simplement. Elle écrit quand même très très bien, il faut l'avouer. Elle channel très bien tout ce qui est sentiment, émotion et ressenti même physique. Mais je trouve que là, c'était trop poussé, voilà, ça m'a saoulé. Mais alors, sur le chemin vers la maison, cette fois-ci, je suis arrivée à une partie où il y a un twist. Déjà, premier point positif, je n'ai pas vu arriver le twist. Et c'est quand même un gros twist. J'ai pensé à plein de twists, mais celui-là, je n'y avais pas pensé. En tout cas, je ne savais pas que la partie où on est arriverait de cette façon. Donc ça, c'est très bien. Et du coup, l'histoire a repris, si tu veux, du peps pour moi. Je suis plus dedans, ça me tend, parce qu'il se passe des choses qui tendent, on va pas se mentir, c'est pas agréable, mais c'est dans le bon sens, c'est-à-dire j'ai envie de continuer, je suis à 80%, je pense que je vais le finir aujourd'hui, j'espère. Il me reste 1h30 de lecture. Je dois travailler, passer les midis là. Je dois travailler cet après-midi. Mais je vais essayer de me forcer à écouter à chaque fois en voiture. Je dois aller à la piscine ce soir, donc sur la route vers la piscine et au retour, je vais prendre quelques minutes d'écoute. Et puis ce soir à la maison, je vais essayer voilà, de le finir. Bref, on se dit à toutes. Ok, j'ai deux avis que je vais pas te mentir, j'ai oublié de te faire. J'étais persuadée de t'avoir dit ce que je pensais de ces livres et en fait, en faisant le montage, je me suis rendu compte que non. Donc on est un peu de temps après tout ce qui s'est dit dans ce vlog, mais je viens te parler
de 2 livres. Heureusement, je t'ai parlé, en tout cas pour l'un d'eux, je t'ai parlé de mon ressenti au fur et à mesure. C'est Fable for the End of the World de Ever Read. Mais The Book of Night, je pensais vraiment avoir fait mon avis et pourtant non. Je vais commencer par Fable for the End of the World parce que c'est là où ça va être le plus rapide vu que tu as quasiment tout suivi. Le dernier update que je t'ai fait, j'étais presque à la fin. Et alors, tout ce que j'ai dit pendant la vidéo tient toujours. Les petites incohérences et tout. Cependant, voilà, il y a eu des twists qui étaient intéressants. Ça, c'est ce que je disais la dernière fois et que ça s'est relancé et tout, ce qui est vrai. Mais malheureusement, j'ai pas été touchée, j'ai pas aimé la fin. En fait, on a une fin. Comment est-ce que je peux dire ça sans te spoiler? On a une fin qui pour moi est un peu trop banale, un peu trop... Je pense pas qu'on puisse dire réaliste parce que à quel point est-ce que tout ce qui se passe dans ce livre est réaliste dans tous les cas. Mais pour le coup, c'est pas une fin à laquelle je m'attendais. Donc l'autrice a réussi à me surprendre, mais genre complètement. Par contre, pourquoi je ne m'y attendais pas? Parce qu'elle est vraiment underwhelming. C'est-à-dire, elle est vraiment banale de chez banale. Il se passe 2, 3 trucs et tu te dis, hein, tout ça pour que ça finisse comme ça en fait. Et au final, c'est le genre de livre où, à la fin de l'avoir lu, tu te demandes à quoi a servi tout ce qui s'est passé. Voilà, je pense que je vais ne dire que ça pour ne pas trop te spoiler. Donc voilà, je suis quand même assez déçue. Déçue. Est-ce que vous pensez que cet ananas est mieux? Désolée, rien à voir. J'étais en train de me dire, faudrait que... Je sais pas choisir les ananas, c'est moi qui les choisis. Coûtait pas cher, je crois qu'il coûtait 2 euros. Mais bref, c'est pas le sujet. Désolée, je digresse. Je suis dans la cuisine en fait parce que j'ai des choses à faire. Et que je m'étais dit que d'ailleurs il faut qu'on utilise les bananes là parce qu'il y a des petits insectes quand les fruits sont trop mûrs commencent à arriver. Bref, je digresse encore une fois, désolée. Donc ça c'était pour Fable of the End of the World. Finalement pour moi ce serait allez, 3 étoiles parce que je l'ai lu pas avec entrain, mais il y avait des parties où franchement j'ai bien aimé. La plume de Ever Read est toujours correcte. Je l'ai moins aimée dans ce livre-là, mais en même temps la plume qu'elle a d'habitude ne sied pas à de la dystopie, je trouve, à mon humble avis. Donc au final, surtout le type de dystopie un peu contemporaine qu'elle a essayé de faire. Donc au final, je comprends pourquoi elle a changé sa plume, c'est juste que moi je préférais la précédente, mais celle-là est pas mal du tout. L'histoire est plutôt bien craftée, mais pour moi voilà, il y avait quand même des petites choses qui n'allaient pas dans la romance et dans comment elle a configuré, si tu veux, le côté dystopique, comment elle a construit ce monde-là. Donc maintenant, Book of Night de Holly Black. Celui-là, ça fait encore plus longtemps que je l'ai lu. Donc tu auras vraiment mon avis à froid. C'est un livre, en fait, quand je l'ai fini, j'étais très critique. Je crois que je l'ai donné genre 2,75 sur The Storygraph. Dans le sens où c'est une sorte de roman fantastique qui pour moi était bien, mais sans plus. Genre c'était intéressant. En fait, c'est le genre de livre, tu le lis, c'est bien, mais vraiment, il apporte rien de particulier. Il ne m'a pas particulièrement touché, mais le truc c'est que là je l'ai lu depuis un moment et mine de rien par rapport à par exemple Fable for the End of the World que j'ai noté plus, celui-là me reste plus en tête. C'est à dire que contrairement à Fable for the End of the World où avec le temps j'ai l'impression que mon avis s'est un peu dégradé et je me suis dit non, c'était pas trop ça finalement. The Book of Night, avec le temps je me dis en vrai j'ai quand même passé un bon moment de lecture, tu vois. J'ai quand même passé un bon moment de lecture, donc j'aurais bien augmenter la note, d'ailleurs je pourrais toujours le faire, mais malgré ça c'est un avis nébuleux que je peux te faire, c'est à dire que je me rappelle de ce qui se passe dans le livre de façon grossière, mais si je veux aller dans les détails de mon avis je vais te spoiler parce que voilà, je ne suis plus capable de crafter quelque chose de complètement spoiler free et d'aller quand même dans le détail du propos de l'autrice et tout. Ce dont je me rappelle, c'est que c'était un livre fun. J'ai bien aimé la fin. Elle était surprenante, pour le coup. C'était une fin bien amenée, bien surprenante. On a eu le classique climax de fin. Par contre, j'ai compris que c'était le premier roman adulte de l'autrice. Et pour moi, il aurait bien pu être
dans du young adulte. Il y avait très probablement quelques scènes un peu dures, mais franchement, c'était rien de fou. Donc pour moi, ça ne... Enfin, c'est pas... Il faut pas mériter d'être dans... Ça ne... Ça n'avait pas à être, si tu veux, dans la classification adulte. Pour moi, c'est du bon young adulte, c'est du bon divertissement. La suite est déjà sortie, je crois, ou en tout cas, elle va arriver. Non, elle va arriver. Elle n'est pas encore finie, arrivée, mais je crois qu'elle va arriver à la rentrée. D'ailleurs, je crois que j'ai reçu un mail de Illumicrate en mode si vous voulez la suite, vous pouvez commander et tout. Parce que, comme je vous avais dit, c'était une édition spéciale que j'avais. Mais je ne pense pas acheter la suite. Enfin, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans la suite, mais au final, je ne pense pas acheter la version papier. Soit je vais le lire en e-book si j'ai vraiment envie, ou écouter l'audiobook. Donc voilà, ça c'est pour The Book of Night. Je vous recommande quand même. Il est sympa. Genre vraiment, sans plus, mais il est sympa. Il m'a pas particulièrement donné envie d'aller lire Le Prince Cruel. Surtout que Le Prince Cruel, je sais que c'est une trilogie et que j'ai la flemme de commencer en fait une série de livres. Mais voilà, disons que l'autrice m'a prouvé qu'elle sait faire des romans qui sont divertissants et tout. Donc dans le futur, pourquoi pas si l'envie me prend. Voilà, je pense que je vais te laisser sur ça. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. J'ai commencé le montage, cette vidéo est longue. Donc si tu es arrivé là, franchement, tu me dragues. Je considère que si tu es arrivé jusque là, c'est que tu me dragues. Parce que vraiment, quand tu vois les stats YouTube, là, très peu de personnes arrivent jusque là. Donc tu peux slide dans mes DM pour où tu en es. Anyway, je te dis à bientôt, en tout cas, pour une nouvelle vidéo. Ciao!